Comment vit la ville de Soumy et sa région après l'incursion de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk? Pourquoi les populations civiles restent sur place malgré le danger imminent des combats et des frappes antiaériennes? À quoi ressemble la culture de la région? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Marina Koumeda, écrivaine et journaliste ukrainienne, auteure de Journal d'une Ukrainienne, paru chez l'Aube en 2023. Marina est originaire de la ville de Soumy, qu'elle visite régulièrement après la grande invasion russe. Elle travaille sur un projet personnel lié à sa région natale. Bonjour Marina, alors tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. Toi tu es écrivaine qui avait déjà publié un livre en français, Journal d'une Ukrainienne. Voilà, il y a un podcast dédié à ce livre dans notre série. Et donc aujourd'hui nous allons parler de l'autre sujet, nous allons parler de la région de Soumy. La région de Soumy qui est ta région natale. En fait, tu es né dans la ville de Soumy et donc voilà, tu viens de publier un article pour ce média ukrainien, mais qui existe aussi en français, Ukrainski тиждень, donc Ukrainian Week en anglais. Et donc voilà, donc qui reflète un peu ton dernier voyage dans cette région de Soumy. Est-ce que tu peux nous résumer en fait tes impressions de ce dernier voyage? Oui, bonjour Tatiana, merci de me recevoir à nouveau. Je suis ravie. Donc effectivement, j'écris pour Tijden, donc en français, en ukrainien. Et suite à mon dernier voyage pour rendre visite à mes parents, j'ai publié un petit reportage d'impression, on va dire. La ville évolue à chaque retour, à chacun de mes retours à Soumy. Et donc je trouve beaucoup de courage et toujours le même esprit de résistance dans cette ville que j'ai découvert juste après l'invasion. La région a été occupée pendant un peu plus d'un mois. Et à ma première visite en août 2022, on racontait la résistance de la ville qui n'a pas laissé une seule colonne russe le traverser indemne. Et aujourd'hui, je trouve la ville aussi résistante. Alors, en mai, on partageait à Soumy les craintes d'une contre-offensive, celle qui a commencé dans la région de Kharkiv, qui a eu quelques avancées. On craignait la même chose à Soumy. Et donc, un taxiste qui me ramenait de la gare vers chez moi dit que quelques personnes paniquent. Un nouveau train d'évacuation venait d'être lancé, donc en mai, au début du mois de mai. Et donc, les premiers jours, il était rempli. Et puis, d'autres, un peu résignés, un peu avec toujours le même esprit de résistance, restaient et se mettaient à commencer les plantations. Et pour finir avec une blague où il me dit prochaine date de contre-offensive, ça a été reporté à demain, donc le 18 mai. Il m'a raconté ça le 17 mai. Et aujourd'hui, un peu la même chose, toujours à Soumy. Donc là, c'est la saison de récolte des légumes et des fruits. Donc beaucoup de personnes passent leur fin de semaine dans leur dacha et leur jardin. Pareil, dans les champs autour, on voit que les récoltes de soja, par exemple, se font. Et en même temps, on voit les traces de la guerre et puis l'incursion à Koursk, qui se passe à une trentaine de kilomètres de là.
très présente. Donc, d'une part, on aperçoit beaucoup plus, le réseau des tranchées, des bunkers, des dents de tigre, un peu parcourir le territoire autour de la ville. On voit beaucoup d'équipements militaires, de voitures militaires qui traversent à toute allure les routes. Et les points de contrôle un peu plus actifs que ce que je voyais dans les voyages précédents. Mais en revanche, tout le monde est calme. La vie continue dans la ville. Un café du centre-ville est plein le matin. On y prend un café, des pâtisseries faites maison. Des jeunes continuent à sortir. On voit beaucoup moins de personnes un peu plus âgées dans les cafés et les bars, mais on en voit aussi. Donc la vie continue malgré tout, malgré les frappes, malgré les explosions qu'on entend pas très loin de la ville, puisque les villages voisins entre Soumy et la frontière se font frapper quotidiennement. Oui, mon impression est pareille. Nous venons de visiter tout aussi bien la ville de Soumy avec la délégation PEN, tout récemment, donc ça fait 2 jours seulement et donc voilà, mon premier impression quand on est entré dans la ville de Soumy que nous avons visité, nous, au début de l'année 2023, c'était donc notre base de comparaison, c'est, si je ne me trompe pas, février 2023 et ensuite donc aujourd'hui, c'est-à-dire, septembre 2024 et donc la première impression que il y a des bouchons, c'est-à-dire qu'il y a des voitures, il y a des gens dans la rue, donc il y a beaucoup plus du monde à l'intérieur de la ville de Soummé et donc on a, bien sûr cette impression que la vie, est en train de revivre puisqu'il y a tout simplement plus du monde. Mais en même temps, on avait parlé un peu avec des locaux et donc ce qui était dit, par des locaux, c'est qu'en fait, donc la situation a changé d'une manière, quand même considérable à partir de cette incursion ukrainienne dans la région de Koursk. Parce qu'au départ, de cette opération-là, il y avait beaucoup de frappes, il y avait beaucoup de frappes, du côté, ukrainien, c'est-à-dire, voilà c'était une incursion et que, ça rentrait pas, ça revenait pas, puisque, visiblement cette région, cette ville de Soumy, cette région de Soumy a découvert, ce que c'était la défense antiaérienne. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait pas beaucoup de systèmes Patriot, mais visiblement ils ont apparu dans la ville, justement à cause de cette incursion dans la région de Koursk. Et donc que voilà, qu'il y avait des frappes, que les habitants de la ville entendaient des frappes qui venaient justement du côté ukrainien, mais toutes les frappes qui allaient vers la ville de Soumy, ils étaient interceptés par, le système de la défense antiaérienne. Et malheureusement, la situation avait changé, hem, quelques semaines après, puisque visiblement l'armée ukrainienne est entrée plus loin, plus profondément dans la région de Koursk. Et donc, ce qu'on appelle les ответки, c'est-à-dire les frappes de retour, elles sont devenues plus fréquentes avec ce qu'on appelle les CAB, ces bombes d'aviation, et avec d'autres missiles et que là, en fait, c'est un peu une roulette russe et que ça malheureusement arrive d'une manière assez quotidienne. Voilà, le jour suivant après que nous avons passé par la ville de Soumy, en fait, la même nuit, en fait, il y avait des frappes à l'intérieur de la ville de Soumy et donc avec des câbles qui sont très difficiles à intercepter et donc voilà, ce statut d'une ville très exposée aux frappes, elle est de retour. Oui, tout à fait. Alors, Soumy a été relativement épargné pendant la première année de l'invasion à grande échelle. On va dire, pendant 1 an, et 4 mois, il y a eu très peu d'attaques sur les villes elles-mêmes. On s'en souvient, de 2 principales au mois de mars 2022 où, une dizaine de personnes sont mortes. C'est toujours, le même quartier, de Dacia, de jardins, à la lisière de la ville et puis d'autres petites, frappes vraiment très rares et puis à partir de l'été dernier, ça s'est intensifié donc beaucoup de familles qui envisageaient peut-être de, rentrer donc des femmes avec les enfants qui envisageaient de rentrer de l'étranger se sont à nouveau posé la question. Les écoles se sont posé la question d'ouvrir ou pas, en présentiel et
de très nombreuses familles m'ont dit: «Bah, on a pris la décision de pas revenir», hein. Ou alors, que la femme et les enfants étaient là et puis, l'été dernier, voilà, c'est devenu assez dangereux, pour les habitants de la ville. Heu et ça s'intensifie maintenant encore plus avec l'incursion, à Koursk. Donc on en voit, on voit que l'intensité est vraiment pas du tout la même. Mes parents, parlent de oui, de Star Wars, au quotidien, bah, sauf les quelques jours où j'y étais. Il y avait un tout petit peu moins de frappes, mais c'est la nouvelle réalité des habitants de la ville. Mais c'est la réalité des habitants des villages, entre eux soumis à la frontière depuis bien plus d'un an. C'est des frappes quotidiennes, c'est des frappes, assez indistinctes en fait, on en souvient une importante sur l'école, à Romny, je crois, l'année dernière, où, quelques personnels aussi de l'école est décédé. Ils préparaient la rentrée. Heu, sur, oui, sur d'autres endroits et là, le 8 mai, enfin le 8 septembre où j'y étais, il y a eu à la fois une frappe sur Soumy, le jour où nous étions nous à la dacha, il y avait une frappe sur un des quartiers des maisons privatives justement, pendant les récoltes, et un couple de septuagénaires est décédé. Donc c'est malheureusement effectivement une roulette, russe, c'est le cas de le dire, pour les habitants maintenant et de la ville et de la région. Et puis, c'est ce que j'ai mis dans l'article aussi, il y a un petit train, par exemple, régional, Krasnopil-Soumy qui venait d'être arrêté, parce qu'il passait beaucoup trop près de la frontière pour préserver la vie des travailleurs de chemin de fer et des habitants locaux, sauf que c'est aussi le train qui amenait beaucoup de ces habitants vendre leurs produits à Soumy. Ils ont un petit marché de rue que mon père fréquente beaucoup pour acheter, je sais pas moi, du poisson ou de la crème fraîche. Beh, il s'est rétréci de quelques fois parce que les personnes cette région ne peuvent plus venir. Donc voilà, on voit ces petits changements au quotidien, tous les jours, mais ça, on a l'impression aussi que ça ne fait que, heu, s'affirmer l'envie de rester, voilà, les gens ont pas envie de partir, c'est leur terre, et comme dit mon père, «Je la laisse pas». Oui, oui, donc tout à fait, il y a cette impression de la foule, c'est-à-dire de gens qui sont présents. Pour Krasnopil, là, nous avons traversé, en fait, le checkpoint qui mène de Soumy, on allait à Trosternest, en fait, et donc il y a un tournant, un carrefour où, en fait, il y a cette route pour, Krasnopil et donc ce que nous avons constaté, c'est que le contrôle, il est vraiment très soutenu, c'est-à-dire que, au contrôle les soldats, les officiers aussi de police et font sortir, des voitures, tous les passagers. C'est une chose un peu inouïe, c'est-à-dire elle vérifie tout le passeport parce que Krasnopil, effectivement, elle est considérée comme un endroit très exposé, dangereux et cetera. Donc c'est un contrôle, du per de personnes, ce qu'on voit, très rarement aujourd'hui, même dans les zones, très exposées. Ce que tu as dit sur les écoles, donc on a aussi parlé avec des locaux à Soumy, donc pendant l'année précédente, tout aussi bien que 2023, c'est-à-dire, il y avait une année scolaire plus ou moins correcte, dans le sens que les écoles qui avaient des abris anti-bombes, elles pouvaient faire des cours en présentiel. Alors qu'aujourd'hui, c'était vraiment très dramatique puisque les écoles sont bien préparées. Plusieurs écoles ont investi pour, faire les abris anti-bombes. Ils ont préparé la fête, du début de l'année scolaire avec des fleurs, avec le scénario. Donc c'est une festivité qui est tellement nécessaire pour les enfants, pour leurs familles, pour les profs, alors que, à cause de cette incursion, de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk et à cause de cette situation, sécuritaire qui était en train de se dégrader, ils ont dû annuler au dernier moment et donc il y a pas d'enseignement secondaire, en présentiel, malheureusement dans la ville et donc si ça influence pas la décision des familles de partir aujourd'hui, ça peut si ça continue, ça peut jouer quand même, un rôle aussi majeur puisque les familles vont se poser la question tôt ou tard, que voilà, qu'il faudrait, voilà, s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Et donc à part de la région de Soumy, il y a aussi d'autres frappes. Nous avons visité la ville de Konotop et donc c'était voilà, c'était une ville de la région de Soumy, c'était une ville qui était frappée, justement 3 jours avant notre visite. Il y avait malheureusement,
à mort. C'était un homme qui est venu sur le lieu d'une frappe, la 1re frappe pour essayer d'aider des blessés et donc il y avait une seconde frappe et donc il était blessé, d'une manière très grave et donc il a succombé à ses blessures le jour suivant et il y avait, 14 blessés et on a vu, de nos propres yeux, en fait, le lieu de drame, c'est-à-dire c'est le centre-ville. Donc il y a visiblement pas d'objectif militaire, c'est un centre d'une ville d'une taille très moyenne, Konotop c'est pas une grande ville et donc il y a des cafés, il y a des maisons d'habitation, résidentielles plusieurs étages. Après il y a ce café Malevich Casimir Malevich, le peintre, voilà, voilà, qui a vécu, qui était né à Kiev et qui a passé d'ailleurs, une partie de sa vie à Konotop, donc il y a un café dédié à Malevich avec ses tableaux et cetera et donc tout ceci est très endommagé et donc le tramway aussi est endommagé donc et on posait des questions: «Mais qu'est-ce qu'ils cherchent dans cette ville de Konotop qui visiblement ne représente aucun danger militaire?» et donc on était dit par des locaux qu'ils visent en fait les infrastructures énergétiques. Il y a justement un lac à côté, il y a cette station, hydroélectrique à côté et donc leur but était de la détruire. Alors ce qui visiblement se passait le jour suivant après notre passage, parce qu'il y avait des frappes encore et justement après nous avons vu dans les médias que Konotop est encore une fois sans électricité et sans eau. Donc ça veut dire que c'est une manière de mener de la guerre que de essayer de nier à la vie, civile. Voilà. Tout à fait, et c'est exactement ce qui se passe à Soumy depuis 2 jours, puisque, une infrastructure critique a été à nouveau visée il y a 2 jours et donc pendant, enfin depuis 2 jours, la ville est quasi débranchée de l'électricité et il y a du coup des problèmes d'approvisionnement en eau. Pendant, la première journée, il n'y a pas eu d'eau jusqu'au soir, pendant quelques heures, c'est revenu et puis ça a été à nouveau, une panne et comme tu disais donc, avec la menace sur les écoles, ou enfin sur les civils globalement, mais qui fait poser la question aux parents, bien sûr. C'est vraiment une stratégie heu, de terrorisation de la société civile, pour, faire quitter ces terres, et c'est comme ça que c'est vécu, par les locaux, mais qui refusent du coup de s'y soumettre. Oui, il y a beaucoup de et si on se dit, voilà, qu'à Soumy, on a cette impression qu'il y a du monde, c'est aussi parce qu'il y a des gens des villages, des villes plus près de la frontière qui viennent en réfugiés, en fait, dans la ville de Soumy. Parce que nous, en 2023, donc au début de 2023, en février, nous avons visité aussi la ville de Hlouchiv. La ville de Hlouchiv qui est l'ancienne capitale cosaque et qui c'est une ville vraiment à une dizaine de kilomètres de la frontière, c'est-à-dire très, très, très exposée. Donc aujourd'hui, il est impossible d'aller à Hlouchiv parce que justement il y a cette évacuation comment dire? Obligatoire, c'est-à-dire que, voilà, voilà, c'est obligatoire, c'est-à-dire que les populations civiles sont vraiment très fortement invitées, comme on peut dire ça, à quitter la ville et plusieurs ont déjà quitté et donc, pour les étrangers qui sont civils, c'est pour les gens qui n'habitent pas à Glouchiv, il est interdit d'entrer parce que c'est trop, trop dangereux et on peut imaginer qu'il y a une partie de gens comme ça se passe un peu partout, qui quittent, voilà, qui sont obligés de s'évacuer, mais qui essaient de rester à la fois au plus près possible de leur maison et donc on peut imaginer qu'une partie des habitants de Hlouchiv ou d'autres villages encore plus près de la frontière, ils viennent à Soumy, ils s'installent à Soumy en se disant qu'ils vont attendre un petit moment, le temps que ça se calme, le temps que l'incursion de Kursk va avoir des résultats et cetera et donc voilà, donc et d'où en fait cette impression de la vie qui vit. Mais à la fois ce qu'on était dit par des locaux aussi, par des gens qui voilà, qui travaillent, dans la ville, qui vit cette vie en fait, de cette ville exposée. Ils disent qu'il y a des choses qui sont là, mais qui ne sont pas visibles à la surface. C'est-à-dire, par exemple, voilà, pour l'économie,
on voit pas sur la surface à quel point, ça commence à devenir un désert, dans le sens que, plusieurs entreprises qui étaient très actives avant la grande invasion, ils ont été délocalisés, plus à l'ouest, souvent à l'ouest de l'Ukraine ou bien à Poltava ou ailleurs, donc au cœur de l'Ukraine et qu'en fait, ça fait moins de d'activités, voilà, moins d'activités, moins de richesse aussi, pour la ville et donc ce sont des choses qui sapent, à l'intérieur en fait cette vie de cette ville, voilà, de l'intérieur. La même chose, peut être dite pour Kharkiv. À Kharkiv, donc quand on arrive dans la ville, on prête tout de suite attention à des apparences, mais derrière les apparences, souvent, il y a des souffrances qu'on voit pas et après voilà, ça va avoir un impact, négatif, n'est-ce pas, Marina? Mais tout à fait, en fait, la vie change petit à petit pour devenir celle d'une ville de front, comme ce qu'on peut voir à Kramatorsk, par exemple, qui est près de la ligne du front. Se développent des choses qui sont destinées plutôt aux militaires, par exemple. Dans J'ai entendu des personnes donc, dans les quartiers de maisons privées ou des datchas, proposer, de faire la lessive, pour les militaires, de leur ouvrir leur sauna, pour leur permettre, un repos, et un peu de confort, entre les rotations, à Koursk, puisque on voit bien que la présence des militaires, a augmenté aussi dans la région et c'est là où ils se reposent, entre les rotations. Et on sent bien aussi ce changement, cet impact sur, la vie économique. Par exemple, la région de Soumy a désormais aussi ses propres vignes et il y a une petite production, de vin, à la lisière de la ville. Eh bien, j'ai échangé avec, ce vigneron. Il a, délocalisé tous ses stocks, de vin en tout cas, vers Lviv, vers, la région de Lviv. Mais comme tu as dit et comme vous avez observé dans tous les villages, les personnes résistent, donc oui, soit ils s'installent dans les localités plus proches pour pouvoir retourner chez eux dès que c'est possible. Beaucoup ont des proches ou de la famille, peut-être à Soumy ou dans d'autres villes. Et puis quelqu'un m'a raconté une histoire, de la sœur de cette personne qui, avec sa mère, revenait toujours, travailler son jardin à quelques kilomètres de la frontière. Euh, et cette personne engueulait sa sœur en disant mais je vais te l'acheter ces pommes de terre au marché, ça va coûter moins cher déjà en essence et puis ça va être un peu plus sûr pour, pour ta santé et ta sécurité. Mais c'est assez indétrônable. Je me souviens de nombreux reportages de la télévision locale Souspilne, de la branche locale de la télévision de Souspilne, qui parcourait ces villages frontaliers au moment où l'évacuation de la ligne de 5 km a été ordonnée l'année dernière, élargie à 10 km au mois de mai de cette année, en interrogeant les personnes, mais pourquoi voulez-vous partir? Pourquoi ne voulez-vous pas partir? Et bon, entre différents arguments, il y a aussi, j'ai la vache, j'ai des chèvres, j'ai quelques chats, et je ne peux pas abandonner mes animaux et ma terre. Au-delà du fait, bien sûr, des personnes qui n'en ont pas les moyens ou qui n'ont pas suffisamment de santé pour envisager un départ. D'où les mesures un peu plus fortes maintenant du gouvernement de forcer un peu plus les populations de quitter et notamment obliger les enfants de partir. Et d'ailleurs, c'est lié aussi, puisque tu as parlé des contrôles un peu renforcés vers Krasnopil, au fait que un peu les groupes de reconnaissance et de sabotage pénètrent aussi par la frontière russe, en tout cas tentent cette pénétration assez régulièrement. On décompte les victimes civiles aussi suite à ces pénétrations. Enfin, on ne connaît pas les victimes militaires, mais on connaît les victimes civiles. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui instaure cette ambiance un peu de crainte. Moi, je vois que les personnes sont beaucoup plus méfiantes. Prendre une photo dans la rue à la campagne, à Soumy, je pense que c'est un peu plus compliqué qu'à Kiev ou à Lviv. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est une vie très très risquée et d'ailleurs, voilà
Voilà, cette volonté des gens que de rester auprès de leur, terre ou de leurs animaux, on le constate, malheureusement, sur toute la ligne du front, puisque c'est vrai qu'il est facile de dire que évacuez-vous et donc vous allez vivre dans les wagons en métal, voilà, quelque part, comme on les a vus à Borodianka, on les voit un peu partout, ou bien, voilà, chercher un autre travail, mais comment s'évacuer si effectivement il y a une vache ou une chèvre ou des chèvres ou puis de comment faire tout cela. Et donc même aujourd'hui, donc on voit dans les reportages, même dans la ville de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, que, voilà, qu'il y ait des femmes qui refusent de partir parce qu'ils comprennent pas tout simplement comment mettre une vache dans le train d'évacuation, parce que c'est tout simplement physiquement pas possible. Et donc il faut aussi dire que la région de Soumy, c'est une région extrêmement belle, voilà, donc avec des vignes, avec des terres agricoles, nous avons ça avec des rivières, telles, tel Sula, tel Vorskla, un peu donc les paysages aujourd'hui, donc c'est on est en automne, mois de septembre, donc c'est très beau, donc et donc on comprend aussi que cette beauté, de la nature, voilà, elle attire, voilà, elle laisse pas les populations partir parce que c'est, voilà, c'est leur terre à eux, c'est leur paradis à eux, c'est leur vie, en fait. Et donc il y a beaucoup de choses, qui sont intéressantes d'une manière culturelle aussi à dans la région de Soumy. Nous avons passé, je te donne un exemple, nous avons passé, après Chostka, il y a cette ville de Krolevets, ce village plutôt de Krolevets, qui est connu en fait, c'est à l'échelle mondiale en fait par le ruchnik. Ruchnik, c'est cette broderie de Krolevets. Ouais, c'est un héritage immatériel en fait, la technologie qui était inventée il y a des siècles. Et nous avons visité un musée justement. Ça s'appelle une maison de Shevchenko parce que Taras Shevchenko, le poète ukrainien du 19e siècle, avait séjourné là-bas. Une nuit, si je ne me trompe pas, lors de son passage de Kiev à Saint-Pétersbourg, et aussi sur ce chemin de retour quand il était, on sait très bien qu'il est mort à Saint-Pétersbourg, et après, pendant le réenterrement à Kaniv, donc le cercueil avec Taras Shevchenko a fait tout le chemin de retour. Et donc il y avait une nuit qu'ils avaient passé justement dans cette même maison dans le village de Krolevets. Donc aujourd'hui, il y a cette maison de Taras Shevchenko avec l'histoire, il y a un kobzar dédicacé au propriétaire de la maison. Après, il y a, voilà, il y a ces ruchnik, comment tu le dis en français, c'est, voilà, cette broderie ukrainienne, que c'est une technologie très, très, très particulière. Et donc, ils essaient de mettre en valeur, voilà, cet héritage culturel. Et il y a des gens qui s'accrochent à ça parce que il faut se garder. Donc, tu peux pas, voilà, voilà, s'évacuer aussi facilement de là, parce que c'est une chose qui te tient debout et qui, voilà, qui t'accroche à ce que tu es ta vie, n'est-ce pas? Mmh. Oui, tout à fait et en fait, ces impressions, et l'admiration des paysages, c'est curieux, on en entend, de la part de beaucoup de visiteurs de la région et c'est pas nouveau parce que, beaucoup d'élites, culturelles aussi de l'empire, russe, heu, disaient la même chose, Soumy a été fréquenté par Anton Tchekhov qui a passé quelques années. Il y a toujours son musée, aujourd'hui, bah, qui vit un peu des moments difficiles, puisqu'on ne sait pas trop quoi faire avec l'héritage de cet écrivain. Il y avait un festival aussi, donc tout est un peu en question aujourd'hui. De la même manière, à Nizhny, près de Soumy, à quelques kilomètres, un petit village aussi pittoresque, au bord de la rive de Psel, Tchaïkovski est venu passer, plusieurs étés chez son ami et amant apparemment, heu, et qui apprécie énormément en fait les habitants de la région, les paysages. Il parcourait les villages voisins en en récoltant aussi, les, mélodies traditionnelles et qui lui ont beaucoup servi pour la création de ses œuvres musicales. Et donc voilà, on entend, ce genre de retour, assez souvent, sur la beauté des paysages, sur les rivières. Alors aujourd'hui, il y a aussi d'autres conséquences. On venait d'apprendre il y a quelques semaines que Seym a été pollué, en provenance de la Russie. On ne sait pas encore, bien, des origines de cette, pollution. On suspecte, une usine de textile, qui se situe en Russie près de la frontière à être à l'origine de cette pollution.
mais le résultat est que, le poisson, de la rivière, surtout un tronçon, est, est mort. L'eau est très, très polluée, alors elle se nettoie petit à petit, mais voilà, ça a l'air d'être une catastrophe quand même de niveau régional. Hem, Aussi, enfin, c'est ce qu'on raconte aujourd'hui dans la région. Oui, oui, c'est connu et donc pour l'instant, en fait, donc il y a c'est allé cette pollution-là, elle est allée jusqu'à la région de Tchernigiv et le fleuve de Desna. Donc d'après ce que nous avons pu lire, qui est voilà, qu'il y a des débats, sur l'origine, mais très probablement ça vient de territoire russe et très probablement c'est lié à des combats. C'est-à-dire il y a un système de nettoyage de fleuves qui a été endommagé ou détruit ou voilà, donc il y a on est au niveau de constat, mais là, c'est vrai que voilà, encore, un dégât qui est lié à la guerre. Et tu parlais de cette ville culturelle, tu as mentionné Tchaïkovski et Tchekhov. Nous avons visité, dans notre visite, cette fois-ci, aussi des villes de Trostianets et la ville d'Ortelka. Alors à Trostianets, donc il y a en fait très très peu connu, même parmi des gens qui s'intéressent que Khmelnovy, cet écrivain de la génération de la Renaissance exécutée, Renaissance fusillée, cette génération des années 1920-1930, il était né à Trostianets. C'est-à-dire, il y a même une plaque commémorative. Et donc, voilà, donc c'était un écrivain phare, en fait, de toute cette génération qui a commis un suicide la veille de ces répressions staliniennes voilà, qui ont massacré toute cette génération-là et donc on se posait la question qu'en fait, étant donné que Khmelnovy est lié à la ville de Trostianets, donc pourquoi pas faire, bah, un festival, un quelque chose, un lieu, avec une signification, avec un musée en tout cas, voilà, tout ceci. Donc tout sera, sans doute fait, mais bien sûr aujourd'hui c'est peut-être pas le moment parce que Trostianets, c'est comme Soumy, c'est même peut-être plus près de la frontière. C'est une ville, en fait, qui était occupée tout de suite, le 24 février, quand nous avons venu pour la première fois à Trostianets, c'est en février 2023. Les locaux nous ont raconté que les chars russes, les blindés russes étaient sur la place centrale, en fait, heu, vers midi le 24 février. C'est-à-dire que ça passait tellement vite. Donc c'est une ville où on se sent pas en sécurité parce que les Russes sont tout à fait à côté. Et donc dans la ville de Ortirka, qui est à 30 minutes de route depuis Trostianets, il y a toujours cette maison où avait passé une partie de son enfance Ivan Bagriani. Ivan Bagriani qui est aussi un écrivain très connu, un écrivain très important pour l'Ukraine, l'auteur de Chasseurs de tigres, c'est ça qu'on traduit les Tigrolov, et voilà. Et donc c'est un écrivain voilà, qui avait quitté la l'Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui, voilà, qui fait partie de cette littérature, ukrainienne d'émigration. Et donc c'est une littérature, voilà, du 1er plan. Et donc lui, il est lié à Ohtirka. Ohtirka qui est, elle aussi, d'ailleurs, une ancienne ville, cosaque, donc de fondation cosaque, mais qui était bien sûr après, a durant le temps de l'Empire russe, était russifiée, et cetera. Je sais, Marina, que tu travailles depuis quelques mois déjà sur ton projet personnel qui porte, voilà, sur la région de Soumy, que tu essaies de découvrir l'histoire qui était un peu inconnue, aussi l'histoire de ta propre famille, parce que tous tes parents, toute ta famille sont originaires de la région de Soumy. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus sur ce projet-là et sur voilà, tes découvertes? Qu'est-ce que tu avais déjà découvert concernant la région de Soumy? Mmh. Oui, je pense que c'est un peu dans la même veine de découverte de son histoire et ses origines, comme, ce que tu viens de citer, où on découvre qu'il y avait aussi des grands auteurs ukrainiens qui venaient de cette région, ce qu'on nous a jamais trop raconté dans mon enfance à l'école. J'allais à l'école, donc la plus ancienne école de Soumy, qui a été créée par, le mécène Kharitoyenko, fin 19e. Le gymnase qui aujourd'hui est un gymnase dédié aux minorités, mais qui était russophone et donc où on mettait quand même beaucoup plus l'accent sur la littérature et la culture russe. Et je pense que c'est un peu
ce qu'a vécu toute la région avec, une historiographie, qui, regardait plutôt, vers la Russie, vers, Moscou, la même histoire qu'à Kharkiv, que, sur l'histoire, de l'Ukraine et hem et donc aujourd'hui, je voudrais découvrir un peu plus, les racines de ma famille. Mon père, qui, lui, venait d'un petit village, de la région de Chostka, Komyshanka, comme beaucoup à son époque, dans les années 70-80, en arrivant, en ville à Soumy pour, faire ses études, un CAP d'électricité, se voit, adressant une image de voilà, un paysan qui arrive, du village, qui parle, ce jargon étrange que l'on ne comprend pas et où les gens éduqués, eux, dans la ville, parlent russe. Donc il abandonne, son ukrainien au profit du russe, pour s'intégrer, voilà, pour faire ses études et laisse derrière toute l'histoire de sa famille. Moi, j'essaie de creuser aujourd'hui cette histoire nous avons un nom de famille répandu aussi que dans 2 villages, de cette région, qui apparemment a subi aussi des grosses répressions dans les années 30 pendant le fameux Holodomor. Hem et comme ça arrive souvent dans les générations qui ont subi, des répressions, on il y a un blanc, en fait. À partir de mes grands-parents, il y a un grand blanc, on sait rien, on n'a pas les noms, on n'a pas les dates de naissance, on connaît rien, on connaît à peu près que celui-ci a servi dans l'armée et puis on sait rien d'autre. J'ai déjà retrouvé, que peut-être un des, grands-parents de ma mère a été, victime de répression et non pas, mort, du froid comme ce qu'on raconte dans la famille. J'ai déjà découvert que le père de ma mère, alors qu'il lui venait de la région de Donetsk, heu, était lui orphelin, très tôt, vers 3-4 ans, puisque son père a été fusillé par, l'armée rouge et sa mère est décédée peu après. Et donc lui, envoyé en orphelinat et puis devenu un enfant de l'armée qui a accompagné, une division des chars. Hem mais il faut creuser, c'est un phénomène qui intéresse aussi beaucoup d'Ukrainiens de manière générale et c'est ce que me dit un des historiens archivistes, que j'ai sollicité pour, faire de la recherche dans les archives. Donc voilà, j'espère pouvoir avancer aussi sur ce chemin. À Soumy, il y a, une personne qui diffuse aussi le savoir sur la région, qui s'appelle Yevgen Murza, qui a créé tout un dispositif de visite guidée et une chaîne YouTube, et hem et qui a énormément de succès. Donc je pense de manière générale, les Ukrainiens et peut-être encore plus dans les régions frontalières où notre identité locale a été, heu, supprimée pendant très longtemps et de manière plus forte que dans les territoires, plus à l'ouest, il y a ce besoin-là aujourd'hui, qui grandit. Oui, oui, tout à fait. Donc il y a cette, voilà, cette recherche, voilà, cette soif, en fait, que de découvrir, ses propres racines, parce que ça pourrait donner des réponses, tout aussi bien pour, ce que c'est, en fait, ce que c'est cette région, en fait, qui est méconnue, qui n'a pas de cette identité très distincte. Mais la moindre chose qu'on puisse dire, c'est que c'est une région quand même riche en histoire, ukrainienne, cosaque, qui était bien sûr, détruite par l'empire, puisque tout simplement par cette proximité, de terres russes qui sont voilà, c'est un destin un peu tragique, on est un peu otage de la géographie. Mais, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, qu'il y a beaucoup de vie culturelle. Nous avons rencontré des gens qui s'efforcent de faire voilà, de faire vivre cette culture de la région de Soummé. Nous avons visité beaucoup de bibliothèques et autour de chaque bibliothèque, il y a toujours,
voilà, ce cercle, comment dire, ce milieu des gens qui sont intéressés par la culture. Dans le village de Kuzemen, par exemple, c'est encore la région de Soumy, même si Kuzemen, c'est vers la région de Poltava. Il y a une résidence artistique qui est voilà mise à disposition des artistes ukrainiens. Donc, par exemple, cet artiste ukrainien de Kharkiv, Konstantin Zorkin, qui est extrêmement intéressant, qui travaille avec du fer, avec du bois, qui a fait un projet absolument hallucinant, qui est actuellement exposé au musée littéraire de Kharkiv, et ce projet s'intitule Au nom de la ville. Voilà, je traduis comme je peux. Et donc, et lui, il a passé des mois dans cette résidence, dans ce village-là. Et donc ça, ce sont des choses qui sont là. Après, bon, il y a toi, tu es écrivaine, qui est déjà publiée même en France, mais tu viens de la région de Soumy. On peut également citer Anna Maliron, notre poète, voilà, qui est originaire de la ville de Konotop, et qui est actuellement d'ailleurs en France, et qui est traduite en français, et qui participe de temps en temps dans les festivals poétiques en France. Donc on invite nos auditeurs de chercher un peu, voilà, voilà, quand est-ce que voilà, Anna Maligrand va lire sa poésie. Donc, elle est originaire de la ville de Konotop. Nous connaissons aussi Vladislav Ivchenko, notre écrivain ukrainien. Voilà, il écrit de la prose. Il est actuellement dans l'armée, il a été mobilisé, comme pas mal d'autres gens de la culture, voilà, à cause de cette grande invasion russe. Et donc lui, et voilà, il est aussi originaire de la ville de Soumy. D'ailleurs, nous l'avons revu lors de notre passage. Et donc je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que sa famille, sa femme et son enfant ne quittent pas la ville de Soumy. Il a dit que voilà, donc tout simplement, il y a une éducation, il y a des cours de musique pour sa fille, il y a des cours de je sais plus quoi, pour sa fille. Donc les professeurs restent sur place. Alors voilà, c'est une raison pour la famille que de continuer cette vie un peu dangereuse, parce qu'il s'agit d'un enfant, il s'agit d'une famille dans cette ville de Soumy. Et donc voilà, donc on constate à tous les niveaux que malgré le danger tout à fait immédiat dans la région de Soumy, les gens, pour une raison ou pour une autre, voilà, ils restent là. Et donc cette tactique de l'armée russe que de dépeupler des territoires pour après les conquérir d'une manière plus facile, ça marche pas, en tout cas pour la région de Soumy. Tout à fait, on espère que, voilà, on aura suffisamment de force pour continuer cette résistance. Merci beaucoup Marina pour cet échange, et puis bonne chance pour ton projet sur la région de Soumy. Et puis bien sûr, nous espérons tous que Soumy comme ville et la région, ils pourront tenir ce coup difficile. La situation s'est compliquée à cause aussi de l'incursion de la région de Koursk russe, et que finalement on pourra s'occuper des choses beaucoup plus agréables à l'avenir, et puis parler de comment mieux représenter Khmelovi à Trostanets, ou comment faire un musée de Bagliani à Ortirka, comment faire un festival voilà, dans la ville de Soumy, festival littéraire ou musical dans la région de Soumy. Espérons que cet agenda culturel sera d'actualité dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Marina Komida, écrivaine et journaliste ukrainienne, auteure du Journal d'une Ukrainienne, paru chez l'Aube en 2023. Marina est originaire de la ville de Soumy et elle travaille sur un projet personnel lié à sa région natale. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.